bonjour. Le titre, c'est « Qu'est-ce qui nous arrive ?» C'est une bonne question ces temps-ci. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? On va faire court. On m'a dit j'avais 40 minutes et pas plus. Ben, il nous arrive ça. C'est clair? Merci pour votre attention. Voilà, ça c'est une représentation de quelque chose qui s'appelle une bifurcation, ça vient de la physique des processus complexes, et je vais essayer de vous expliquer en 3 mots ce que bifurcation veut dire, mais pour ça j'ai besoin de votre aide. Qui parmi vous a au moins un enfant? Bien. Mettez-vous mentalement au moment de la naissance de votre premier enfant. Ça y est, vous y êtes? Ce jour-là, vous avez compris qu'il y avait la vie avant, qu'il y aura la vie après, et que ce n'est pas la même. Vous êtes d'accord? Eh bien, c'est ça, une bifurcation. Donc, ce que je suis en train de vous raconter, c'est qu'en fait, le processus socio-économique mondial est en train de vivre une bifurcation, et comme ça vient d'être rappelé, effectivement, les historiens avec qui on a beaucoup travaillé pendant quelques années, les historiens nous ont montré qu'il y a tous les 550 ans en moyenne un changement de paradigme. Alors paradigme, c'est pas un mot peut-être évident. Alors en 3 secondes, qu'est-ce que c'est un paradigme? C'est l'ensemble des concepts fondamentaux sur lesquels fonctionne une société à un moment donné. Donc si on veut parler de la société européenne ou du paradigme européen d'aujourd'hui, ben, les mots-clés qui viennent, c'est démocratie, républicanisme, c'est l'économie semi-libérale, c'est droits de l'homme, enfin c'est ce genre de principes-là qui sont en activité au quotidien. Mettez-vous à la place de Socrate à Athènes ou mettez-vous à la place de Du Guesclin au Moyen-Âge ou à la place de Louis XIV, vous comprenez tout de suite que ce n'était pas du tout le même paradigme. Et donc les paradigmes, ce sont des moments de l'histoire où il y a à peu près consensus sur la manière de fonctionner dans une région donnée. Eh bien, la durée de vie d'un paradigme, c'est de l'ordre de 550 ans en moyenne. Un paradigme, c'est comme tout ce qui existe, comme tout ce qui naît, comme tout ce qui existe, et tout ce qui vit, ça naît, ça croît, ça arrive à maturité, ça décline et ça disparaît. Eh bien, les historiens nous ont clairement montré que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la fin d'un paradigme, c'est le début d'un autre paradigme. Nous sommes justement à cette bifurcation entre 2 paradigmes. La dernière bifurcation, c'était la Renaissance. Souvenez-vous de vos livres d'histoire, la Renaissance, on sort de la féodalité qui s'effondre et la modernité démarre avec d'autres grands principes où on croit à la liberté humaine, on croit à l'homme au centre du monde, on croit au progrès, etc., etc., etc. Eh bien, ce changement de paradigme, c'était le dernier en date. Avant ça, il y avait la fin de l'Empire chrétien germanique. Avant ça, il y a la chute de l'Empire romain. Et avant ça, il y a l'invasion des cités grecques par les légions romaines. C'est ça, c'est tous les 550 ans à peu près. Donc, ce que nous vivons, c'est ça. C'est une autre manière de représenter la même bifurcation. Sur ce schéma que je vous demande de regarder avec soin, vous voyez 3 éléments graphiques. Un premier élément graphique, c'est la courbe rouge décroissante. Ça, c'est la fin du paradigme précédent. En ce qui nous concerne, c'est donc la fin de la modernité qui avait commencé à la Renaissance et qui aujourd'hui est en train de s'effondrer. Elle est en rouge, pourquoi? Parce que feu rouge, ça s'arrête. Puis il y a le deuxième élément graphique, c'est la courbe verte qui est montante. Ça, c'est le nouveau paradigme qui est en train de s'installer. C'est exactement la même structure que ce que nous faisons, nous, les êtres humains ou les autres animaux vivants. Quand on arrive à un âge de maturité, on fait des enfants pour que les enfants arrivent eux-mêmes en âge de maturité au moment où le déclin de la vieillesse commence. Et donc, on a bien ce croisement de 2 générations. Ben, pour ça, c'est exactement la même chose. Et exactement de la même manière que ça se passe souvent entre générations humaines, eh bien, il y a des conflits entre la nouvelle génération qui monte et l'ancienne génération qui descend. Et ces conflits se matérialisent par le cercle bleuâtre que vous voyez là autour du point de croisement, qui est ce que nous appelons dans notre jargon la zone de grande turbulence. Inutile de vous spécifier que la zone de grande turbulence du changement de paradigme, on est bien dedans là pour l'instant. Hein, et ça va être très très joyeux dans les quelques années qui viennent. Voilà. Alors maintenant, comme j'ai très peu de temps, je dois essayer de fonder l'idée que cette bifurcation a bien lieu. Et pour ça, il y a un théorème que je ne vous démontrerai pas, évidemment. C'est que pour qu'il puisse y avoir bifurcation, il faut qu'il y ait rupture sur les 5 axes communs à tous les processus complexes.
Et donc, je vais regarder les 5 axes, et sur chacun d'eux, je vais essayer de vous montrer qu'il y a une rupture profonde qui fait qu'on ne peut pas revenir en arrière dans le paradigme qui est en train de s'effondrer et qu'il faudra bien inventer quelque chose d'autre. Donc, la première rupture concerne l'écologie au sens scientifique du terme, c'est-à-dire la relation entre l'humanité et l'ensemble de l'environnement naturel dans lequel il veut puiser ses ressources. Le problème, c'est la ressource. Alors, soyons très simples. Qu'est-ce que l'économie? C'est la rencontre de toutes les demandes et de toutes les offres. Si on veut comprendre l'évolution de l'économie, essayons de comprendre l'évolution de la demande, essayez de comprendre l'évolution de l'offre. Comment évolue la demande? Là, très simple, à l'échelle mondiale, plus il y a d'êtres humains sur Terre, plus il y a de besoins, plus il y a de besoins, plus il y a de demandes. Ça vous va? Donc il y a corrélation entre l'évolution de la demande d'une part et la démographie humaine d'autre part. L'autre versant, comment évolue l'offre? Pour pouvoir offrir, il faut fabriquer. Pour fabriquer, il faut des ressources. Donc la capacité d'offre est corrélée à la capacité de ressources. Ça vous va toujours? Bon sens paysan. Eh bien, regardons les choses d'un peu plus près. Comment évolue la demande? Comme la démographie, c'est-à-dire comme ça. À la naissance du petit Jésus, nous étions en tout et pour tout 100 millions sur Terre. 100 millions. Nous avons atteint notre premier milliard en 1800, 1,7 milliard en 1900. Nous avons passé les 2 milliards en 1926. Nous sommes à 6 milliards en 2000. Nous sommes aujourd'hui à 7 milliards et demi légèrement dépassés. Et nous serons au-delà des 10 milliards en 2050. Moi qui ai fait beaucoup de mathématiques, je puis vous assurer, ceci s'appelle en mathématiques une exponentielle vachement croissante. Et le décollage, vous le voyez, c'est le 19e siècle. Le 19e siècle, c'est deux choses. C'est la révolution industrielle d'une part, c'est la révolution hygiéniste, c'est Pasteur, les petites bêtes, les vaccins, etc. Vous mettez les deux ensemble dans un bateau de cette époque-là qui s'appelle la colonisation, et vous voyez donc cela se répandre un peu partout dans le monde très 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 vite avec comme conséquence l'exponentielle que vous voyez là. Donc si on regarde ça d'un strict point de vue des marchés, on se dit mais c'est génial, l'économie mondiale est donc portée par une exponentielle démographique qui va faire que la demande ne fait que croître, donc autrement dit on va avoir des marchés croissants. C'est évidemment faux. Ce n'est pas parce qu'il y a une demande qu'elle peut être satisfaite. Il faut regarder l'autre membre de l'équation, comment va évoluer la capacité d'offre, c'est-à-dire la capacité de ressources. Ben écoutez, les ressources, c'est relativement simple. Les ressources, ce sont deux grandes catégories. Et là, on est vraiment dans mon domaine de spécialité parce qu'on va parler de thermodynamique. La première catégorie de ressources, c'est les ressources renouvelables. Et j'ai une bonne nouvelle. Les ressources renouvelables se renouvellent. Et puis, il y a l'autre catégorie, c'est les ressources non renouvelables. J'ai une moins bonne nouvelle. C'est que chaque fois qu'on puise dans le réservoir, il y en a moins dans le réservoir et donc le niveau des réservoirs baisse. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'aujourd'hui, les ressources dites renouvelables, et c'est un terme contre lequel je me bats tout le temps, une ressource renouvelable, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des carburants momentanément gratuits comme le vent ou comme les marées, mais pour transformer ce carburant gratuit en énergie utilisable, il faut consommer énormément de ressources qui ne sont pas du tout renouvelables. Hein, enfin bon, soit. Aujourd'hui, les ressources dites renouvelables, ça couvre à peu près 15% des besoins mondiaux en ressources. 15% grand maximum. Et ça ne dépassera jamais 20% des ressources actuelles, des besoins actuels mondiaux. Donc autrement dit, pour les 80% restants, il n'y a rien à faire, il va falloir qu'on continue à puiser dans des réservoirs qui s'épuisent progressivement. Alors se vient la question qui est terrible. La question qui est terrible, c'est quand il n'y aura plus du tout de ressources non renouvelables et qu'il faudra que nous vivions tous sur les ressources exclusivement renouvelables, combien d'êtres humains peuvent vivre décemment sur Terre? Alors je vous passe les détails de calcul, la réponse est 2 milliards. Donc autrement dit, aujourd'hui on est 5 milliards et demi de trop et en 2050 on sera 8 milliards de trop. Alors combien de temps avons-nous pour organiser l'atterrissage en douceur? C'est ça la vraie question. La réponse est, c'est pas modélisable mathématiquement. On sait que c'est dans les environs, on a probablement de l'ordre de 2 siècles. Mais il y a tellement d'impondérables là-dedans. Donc ce que je voudrais vous montrer, alors, c'est une autre manière de résoudre le problème. Oh, pardon. Une autre manière de résoudre le problème, c'est de vous parler de quelque chose qui s'appelle le peak point. Comme on ne peut pas dire exactement combien de temps il nous reste, on peut en tout cas essayer de faire le point, de savoir où on en est. Et pour ça, il y a une chose très très simple. Lorsque vous avez sur le même graphique une courbe de demande
qui est une exponentielle croissante, et une autre courbe, qui est la capacité de ressources, qui est forcément une courbe décroissante, vu que ce qui renouvelle se renouvelle, donc ça reste étal, et que ce que l'on consomme, ben, ça diminue, donc la somme des deux, c'est une courbe décroissante. Et ben, lorsqu'une courbe croissante et une courbe décroissante sont sur le même graphique, il y a un miracle mathématique qui se passe, c'est que ça se croise. C'est dingue, hein? Eh bien, ce point de croisement s'appelle le peak point. Et ce peak point, c'est vraiment intéressant de savoir quand il a lieu. Et celui-là, on peut le savoir pour une raison toute simple, c'est qu'il est passé. Donc c'est beaucoup plus facile de prévoir l'avenir que de prévoir le passé que de prévoir l'avenir. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Donc le point de croisement, donc le peak point, toutes ressources confondues, c'est aux alentours de l'an 2000. Alors là, je vous épargne les querelles d'experts. Certains vous disent non, pas du tout, c'était aux alentours des années 50-60. D'autres vont vous dire oh, non, c'est pas ça, c'est vers 2050, 2070, voire même 2100. Le fond de ma pensée, pour être très clair, c'est je m'en fous. Quand on parle de l'histoire de l'humanité, une erreur de plus ou moins 50 ans, ça n'a vraiment aucune espèce d'intérêt. Donc, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut prendre ça comme étant une bonne base de raisonnement. C'est dire, voilà, le peak point, on est dedans. Ça veut dire quoi, concrètement? Tant qu'on n'a pas atteint le peak point, ça veut dire que la demande est inférieure à l'offre. On est donc dans une situation d'abondance. Une fois qu'on est passé le peak point, les deux courbes s'inversent et on est donc dans une situation où la demande devient supérieure à l'offre. On est donc dans une logique de pénurie. Nous sommes dans une logique de pénurie. Sauf que pénurie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien dans les magasins. Pénurie, ça veut juste dire que l'évolution tendancielle de la demande est définitivement supérieure à l'évolution tendancielle de l'offre, ce qui n'est pas du tout la même chose. Voilà, donc nous sommes dans la première rupture, nous sommes devant une logique de pénurie, alors que toute la modernité a été créée sur une logique d'abondance. Première rupture. Comment peut-on réagir sur la courbe verte face à cette logique de pénurie? Le premier mot-clé que je vous propose est le mot frugalité. Frugalité, ça ne veut pas dire l'ascèse absolue, ça ne veut pas dire que nous allons tous devenir des gens émaciés. Il s'agit simplement d'appliquer un précepte très 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 simple en tout ce qu'on fait, faire moins mais mieux. Moins, c'est qualitativement moins. Mieux, c'est moins, c'est quantitativement moins. Mieux, c'est qualitativement mieux. Imaginez, travailler moins mais mieux, ça vous dit? Ça ne veut pas dire forcément travailler moins d'heures, ça veut certainement dire arrêter de faire des choses qui ne servent à rien. Et regardez avec soin vos agendas, vous allez voir le nombre d'heures que vous passez tous les jours à faire des choses qui n'ont aucune valeur d'utilité réelle. Se réunir moins mais mieux, ça vous va? Les chiffres sont éloquents. Dans les grandes entreprises, on se réunit beaucoup. En gros, il y a 8% des réunions qui servent à quelque chose. Donc 92% des réunions qui servent à rien. Communiquer moins mais mieux, ça vous dit? Regardez le nombre de coups de téléphone, de SMS, de courriels, etc. vous recevez tous les jours. De l'ordre de 90%, c'est strictement à rien. Le problème c'est que pour savoir que ça ne sert à rien, il faut d'abord les lire. Et donc le temps est perdu. Donc on est systématiquement devant ce genre de questions, comment faire moins mais mieux. Ça vous va? Deuxième rupture, elle concerne le numérique. Bien sûr. Le numérique, je voudrais dire d'abord quelque chose qui ne va peut-être pas vous plaire, je ne sais pas. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle du numérique, on parle essentiellement du numérique ludique. Ça, c'est la grande vitrine des GAFA californiens. C'est le numérique, appelons ça de loisirs, de confort, de conversation, de connexion à l'autre. C'est donc un numérique qui ne sert à rien. Et d'ailleurs, je vous le montre. Ah, décidément, cet ordinateur m'ennuie. Si vous m'y autorisez. En ce moment, j'essaie de me faire des amis en dehors de Facebook tout en appliquant les mêmes principes. Alors tous les jours, je descends dans la rue et je raconte aux passants ce que j'ai mangé, comment je me sens, ce que j'ai fait la veille, ce que je suis en train de faire, ce que je vais faire ensuite. Je leur donne des photos de ma femme, de ma fille, du chien, de moi en train de faire le jardin, de mes vacances au bord de la piscine. J'écoute aussi les conversations des gens et je leur dis j'aime ou j'aime pas. Et ça marche. J'ai déjà 3 personnes qui me suivent, 2 policiers et un psychiatre. Je savais que ça vous plairait, ça.
Bon, donc ça veut dire que j'ai rien contre le numérique ludique évidemment et j'ai rien contre l'économie du ludique évidemment, mais je crois qu'en tant que prospectiviste, il vaut mieux regarder l'autre numérique, c'est-à-dire le numérique productif. Et ça, c'est deux pôles colossaux. Le premier pôle, c'est l'évolution des robots, au sens large du mot robot, qui atteignent des précisions d'action et des puissances embarquées colossales, et qui en Europe, d'ici à 2035, vont occuper 40% des emplois aujourd'hui occupés par les hommes. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est comme ça. Et tout ce qui sera robotisable sera robotisé, tout ce qui est algorithmisable sera algorithmisé. Donc, l'autre pôle, justement, c'est l'algorithme. Alors, on a parlé de Mondada, qui est le plus vieil algorithme qu'on ait trouvé, qui est un algorithme phénicien. Effectivement, il y a une tablette cunéiforme qui date de 2000 ans avant Jésus-Christ et qui est le premier algorithme qui permet de calculer itérativement quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? C'est la racine carrée d'un nombre. Calculer la racine carrée d'un nombre, quand vous êtes obligé de couper une pierre, de couper du bois ou de la céramique ou que sais-je, c'est vachement intéressant de pouvoir calculer une racine carrée à peu près correctement. Eh bien, cet algorithme-là était la recette qui permettait itérativement de calculer cette racine carrée. Mais c'est très embêtant à faire. Il faut faire le calcul 20 fois, 25 fois, 30 fois de suite pour avoir une convergence de résultats qui peu à peu approche du résultat qui est le bon. D'où l'étymologie d'algorithme, ça vient du grec. Et comme je sais que vous avez tous fait du grec comme moi, arithmos, ça veut dire le calcul. Jusque-là, ça va. Et algos, ça veut dire la douleur. C'est un calcul pénible, un algorithme. Quand on doit le faire à la main, on doit faire 20 fois le même calcul, 100 fois le même calcul, et à chaque fois, on gagne un tout petit peu en précision. Donc, autrement dit, cette méthode est connue depuis très longtemps, mais elle n'a pas été utilisée. Pourquoi? Parce que quand on devait faire ça à la main, c'était pénible. Or, maintenant, on a la puissance de calcul gratuite. Donc la rencontre entre la technique algorithmique d'une part et la puissance de calcul d'autre part ouvre une porte colossale vers l'algorithmie, c'est-à-dire la capacité de mettre en place des méthodes de mise en ordre de données qui sont extraordinairement puissantes aujourd'hui et qu'on appelle à tort l'intelligence artificielle. Les fleurs artificielles ne sont pas des fleurs. L'intelligence artificielle n'est pas de l'intelligence. Un ordinateur est une machine électromécanique stupide de base qui ne peut faire qu'une seule chose, s'ajouter des 0 et des 1. La seule intelligence qui est là-dedans, c'est celle qui est écrite dans les programmes par des hommes. Donc voilà, les deux grands piliers que nous sommes en train de vivre, c'est cela, c'est la robotique d'une part, c'est l'algorithmie d'autre part, qui change énormément de choses et qui nous permettent d'ouvrir des horizons incroyables. Mais aussi incroyablement bon, mais aussi incroyablement dangereux. Incroyablement bon, oui, bien sûr. On a là des outils fabuleusement puissants, mais il y a aussi des choses très désagréables qui sont en train de se passer. Le big data est une immense machine à manipuler les êtres humains, à vous faire acheter n'importe quoi. Le principe, c'est nous vous connaissons très bien suite à tout ce que vous avez fait sur la toile, donc nous savons parfaitement bien ce que vous pensez, ce que vous sentez, ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Et avant même que vous n'en ayez envie, on va vous expliquer comment l'acheter à bon prix. Donc c'est une immense machine à crétiniser les êtres humains. Vous voyez, donc comme toujours, et ça Ésope l'avait dit il y a très longtemps, une technologie n'est ni bonne ni mauvaise par elle-même. Ça dépend de la manière dont on l'utilise. Et aujourd'hui, le big data, c'est une mauvaise manière d'utiliser la technologie parce que derrière l'acte commercial, qui dans le fond n'est pas très grave, il peut très bien y avoir une diffusion de données qui vous concernent personnellement sur le plan médical, sur le plan assurantiel, sur le plan bancaire, sur le plan idéologique, sur le plan politique, etc., etc. Et vous voyez très vite qu'on atteint une limite éthique dont il faudra se méfier très fort. Comment peut-on réagir sur la courbe verte contre ça? Certainement pas, comme le font certains, en rejetant la technologie en bloc. Certainement pas. Nous sommes dans les technologies numériques et elles sont incroyablement riches et ouvrent un nombre incroyable de portes. Cependant, pour éviter le mauvais et garder le bon, il faut développer ce que j'appelle l'intelligence technologique. Ça veut dire quoi? C'est des principes simples. C'est des principes simples. Il ne faut jamais que l'homme devienne esclave de la technologie. Il faut que la technologie reste l'esclave de l'homme. Ça vous va, ça? Qui ici a un téléphone portable?
qui ne se sent pas un petit peu esclave de son téléphone portable. Donc, vous voyez, hein, on est vite pris dans le jeu. On est vite pris dans le jeu parce que l'homme est un animal qui aime la facilité et le confort, et que le numérique offre de la facilité, offre du confort, et on vous mène par le bout du nez sur le chemin qui est celui du plus grand confort et de la plus grande facilité, mais pas nécessairement celui de la plus grande intelligence. Alors, troisième révolution, troisième rupture, elle concerne nos modes organisationnels. Dans l'introduction, là tout à l'heure, madame avait fait le zoom sur l'idée des changements d'organisation, des modèles organisationnels. Oui, alors l'équation elle est extrêmement simple. Nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus complexe. Alors qu'est-ce que ça veut dire complexe? Ça veut dire que chacun d'entre nous a un nombre croissant d'interlocuteurs et que la densité d'interaction avec ces interlocuteurs est une exponentielle croissante aussi. C'est ça la complexité. Et donc, quand on est dans un monde de plus en plus complexe, on nous dit, et c'est vrai, et Isaac vous le redira tout à l'heure, il faut arriver à avoir dans l'entreprise la capacité à développer de la souplesse, de l'agilité, de la réactivité, de l'intelligence, de l'innovation. Tout ça, c'est vrai, bien sûr. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse à la complexité ambiante. Le physicien que je suis dit qu'il y a un théorème qui le dit autrement, c'est qu'un système ne peut survivre dans un environnement que si sa complexité intérieure est au moins égale à celle de la complexité de l'environnement extérieur. Voilà, c'est une autre manière de dire la même chose. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que nos modèles organisationnels sont bien en phase avec cette impérieuse nécessité entrepreneuriale? C'est quoi notre modèle organisationnel de base? C'est ça. Ça s'appelle la pyramide hiérarchique. Les matheux appellent ça une arborescence linéaire. C'est juste la même chose. Et si on regarde l'histoire de l'humanité, mais pas que, si on regarde les troupeaux de vaches, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que c'est ce modèle-là qui a été choisi depuis si longtemps? Eh bien, la réponse est mathématique. Ça, c'est la réponse mathématique à un problème extrêmement simple. Comment faire pour relier entre eux tous les éléments d'un ensemble avec le nombre minimum de relations entre eux? Ah! Donc ça veut dire que comme il y a le nombre minimum de relations, les interactions étant minimales, la réaction au monde extérieur devient extrêmement lourde, extrêmement lente. Et plus le monde devient complexe, plus il est difficile d'y répondre. L'administration française en fait la démonstration tous les jours. Quand le problème se pose et que la solution arrive quand le problème n'existe plus. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ce modèle-là doit être réformé. Alors on va voir les matheux et on dit, on fait quoi? Le monde dans lequel on est devenu beaucoup trop complexe pour ça, ça ne marche plus, on fait quoi? Et les matheux répondent, c'est pas compliqué, vous enlevez le mot minimum, vous remplacez par le mot maximum. Comment faire pour relier entre tous les éléments d'un ensemble avec le nombre maximum de relations entre eux? Ça s'appelle un réseau. Mathématiquement, ça s'appelle un réseau. Et donc ça veut dire que vous l'aimiez ou pas, la complexité ambiante oblige toutes les entreprises à migrer d'un modèle pyramidal vers des modèles en réseau de petites entités autonomes, avec tout un immense problème managérial qui est derrière ça et dont Isaac est un des grands spécialistes. Ça me fait plaisir de le dire, même si je ne le crois pas, Isaac. On est très très copains depuis très longtemps, rassurez-vous. Bon voilà, donc ça c'est le passage en réseau, c'est une terrible évolution. Sur la courbe verte, comment peut-on faire? Comment peut-on faire sur la courbe verte pour favoriser ce passage des modèles hiérarchiques à des modèles beaucoup plus complexes, notamment en réseau? Eh bien, le mot-clé que je voudrais vous proposer, c'est le mot appartenance organique. L'entreprise est un organisme vivant. Ça n'est pas une mécanique. Les pièces ne sont pas interchangeables. C'est un organisme vivant qui fonctionne comme un organisme vivant. Ce n'est donc pas les sciences de l'ingénieur qu'il faut appliquer, c'est les sciences du médecin qu'il faut appliquer. Et la notion d'appartenance, elle est colossale, et on verra dans mon dernier point qu'aujourd'hui, cette notion d'appartenance est définitivement colossale. Elle est essentielle. Et c'est d'ailleurs une demande extrêmement forte des générations montantes, notamment les générations Y. On y reviendra tout à l'heure. Quatrième rupture, celle-là, elle ne va pas vous faire plaisir. La quatrième rupture, c'est la rupture sur le modèle économique. Le modèle économique encore dominant aujourd'hui est ce qu'on appelle le modèle industriel. En gros, pour faire très simple,
Pour réussir dans l'économie d'aujourd'hui, il faut que l'entreprise soit grosse d'une part et qu'elle ait des prix de marché les plus bas possibles d'autre part. On est sur une économie de masse et de prix. Le fait est que ce système qui a très très bien fonctionné, notez bien, a très bien fonctionné, a amené quelque part dans les années 80 deux impasses. La première ne va pas vous amuser. La première impasse, donc, c'est celle-ci. C'est que jusque-là, la finance était au service de l'économie. À partir de là, l'économie est devenue au service de la finance. Et on a vu, à partir de ce moment-là, se développer une économie spéculative colossale par rapport à l'économie réelle, avec des disparités absolument et des déséquilibres absolument faramineux entre les deux. La deuxième chose qui s'est passée, toujours à la même époque, d'ailleurs dans les années 80, c'est que quand tous les gisements d'économie possibles avaient été faits, eh bien, on a commencé à les puiser dans d'autres gisements, et un des gisements, c'était la qualité. On a commencé à lésiner sur la qualité, et quand je dis lésiner sur la qualité, c'est la qualité des matières, la qualité des process, la qualité des main-d'œuvre, etc., etc., etc. Et à ce moment-là, certains marchés se sont rebellés, en disant, non. Le bas prix, d'accord, mais pas pour du n'importe quoi. Donc, à ce moment-là, il y a quelque chose qui est intéressant qui est né, et je la résume par une phrase que moi j'ai entendue dans la bouche de mon grand-père paysan, qui disait « Moi, je ne suis pas assez riche pour me payer du bon marché, parce que le bon marché, ça finit toujours par coûter trop cher. » Ça vous va, ça? Eh bien, une fois qu'on dit ça, ça veut dire qu'on bascule d'une économie de prix bas à une logique économique de valeur d'utilité. C'est la valeur d'utilité qui importe. Le prix n'est jamais que la première dépense qu'on fait pour quelque chose. Quand vous achetez une voiture, le prix d'achat, c'est la première dépense que vous faites pour la voiture. Mais après, vous allez tous les jours dépenser quelque chose pour vos voitures jusqu'au moment où vous allez vous en défaire. Quand on est un bon paysan flamand, la seule chose qui importe, c'est qu'au bout du compte, la dépense soit minimum pour le service maximum. Et ce n'est pas le prix d'achat qui compte. Une fois qu'on a compris ça, on bascule d'une logique de prix à une logique de valeur d'utilité. Et comment on fait pour augmenter la valeur d'utilité d'un produit ? Et je l'ai entendu aussi dans votre présentation, madame, hein, c'est d'aller voir sur les marchés avec non seulement des investissements matériels, avec plus de machines, avec plus d'usines, avec plus que tout ce qu'on veut, mais surtout avec beaucoup plus de compréhension de celui qu'on a en face de soi et qu'on appelle l'utilisateur final. D'aller comprendre ce qu'il fait, pourquoi il le fait, comment il le fait, et comment on peut s'aligner sur ses besoins actuels et futurs, et anticiper ses besoins de demain, ces critères de satisfaction de demain. Ça s'appelle faire des investissements non pas matériels, mais immatériels. Et si vous voulez bien vous en souvenir, tout le modèle industriel est construit sur l'idée des économies d'échelle. Puisqu'il faut minimiser l'impact des coûts fixes par unité produite, plus on produit, moins l'impact est grand. Donc, il faut augmenter sa capacité productive, il faut investir, il faut pouvoir drainer les capitaux et il faut les rémunérer de manière attractive. Ça s'appelle le capitalisme, et moi, j'ai aucun problème avec ce mot-là. Je dis seulement que ça a été le moteur, et vous le connaissez bien, vous, le monde bancaire, le moteur de l'évolution du système financiero-industriel. Aujourd'hui, le problème n'est plus de faire des investissements matériels, le problème est de faire des investissements immatériels, en intelligence, en compétences, en talent, etc., etc. Et là, il y a un miracle. Sur les ressources immatérielles, il n'y a pas d'effet d'échelle. Mettez 20 crétins dans une salle, ça ne fait pas un prix Nobel. Vous multipliez par 2 le salaire de votre ingénieur de recherche et développement, il n'aura pas 2 fois plus d'idées, 2 fois meilleures. C'est juste pas vrai. Il n'y a pas d'économie d'échelle dans l'immatériel, donc ça veut dire que tout le modèle s'effondre. Il n'y a plus besoin d'économie d'échelle, donc il n'y a plus besoin d'être de grande taille. Donc on est bien dans quelque chose qui colle bien avec l'impératif des réseaux, des petites entités autonomes et locales. Donc voilà, on est là devant la 4e rupture. 4e rupture, c'est passage d'une économie de masse et de prix, une économie des intelligences. Avec S, j'y tiens beaucoup, parce qu'il n'y a pas que l'intelligence conceptuelle, il y a l'intelligence intuitive, l'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle, et ce que les compagnons du Tour de France appellent l'intelligence des mains. Hein, tout ça, ce sont des intelligences, ce sont des trésors. Et donc une économie des intelligences et de la valeur. Comment peut-on faire sous la courbe verte pour stimuler ce passage? 4e mot magique, c'est le mot virtuosité. J'adore ce mot virtuosité. Un virtuose, c'est quelqu'un qui fait aisance, quelque chose de très difficile que les autres ne sont pas capables de faire. Et ça, c'est le bon facteur différenciant. Aujourd'hui, le facteur différenciant sur la plupart des marchés, c'est le prix.
Une fois que tout le monde fait la même chose facile, ben la seule manière de se différencier des autres, c'est de le faire moins cher. En revanche, si vous êtes le seul au monde à pouvoir faire quelque chose, parce que vous êtes virtuose, parce que vous êtes le seul à pouvoir maîtriser cette difficulté-là, à ce moment-là, il n'y a plus de problème de prix. Et vous rétablissez vos marges. Vous allez me dire, mais ça n'existe pas, ça. Est-ce que vous imagineriez, vous, qu'il soit possible dans l'économie actuelle, de moyennant une certaine préparation, d'avoir un carnet de commandes à vie avec des clients qui discutent jamais les prix? Ça existe, ça? Ben oui, ça existe. Ça s'appelle précisément les compagnons du Tour de France. Une fois qu'ils ont fini leur Tour de France, ils sont tellement virtuoses qu'ils ont un carnet de commandes à vie et on ne discute pas les prix avec quelqu'un qui est seul à pouvoir faire quelque chose au monde. Alors je ne vous demande pas tous de faire la même chose, évidemment. Je dis que ça vaut la peine de réfléchir à plutôt que d'investir votre temps, votre énergie et votre argent à faire baisser les prix, faites les mêmes investissements mais pour augmenter vos niveaux de virtuosité. Et là, vous pouvez restaurer de belles marges, ce dont beaucoup d'entreprises ont besoin aujourd'hui. Dernière rupture, l'homme qui marche de Giacometti. C'est ça le dessin. Alors, ça, c'est le philosophe, il ne peut pas s'empêcher. Quand je suis prospectiviste pendant 4/5 du temps, le cinquième de temps, je dois absolument devenir un peu philosophe. Et pourquoi on se lève le matin? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous fait que vous vous battez? Qu'est-ce qui fait que dans ce monde difficile, vous parveniez à garder un bon moral et à garder la pêche, comme on dit, par rapport à votre boulot, alors que tous les jours, c'est loin d'être facile, loin, loin, loin de là. Qu'est-ce qui vous fait marcher? Eh bien, moi, je vais vous raconter ma petite histoire à moi. Ma maman, elle m'a élevé toute seule. Pourquoi? Parce que mon père a eu la mauvaise idée de décéder 3 mois avant ma naissance. Et elle n'avait pas du tout de patrimoine. Toute la famille avait été disséminée par la Shoah. Et elle s'est retrouvée toute seule avec son gamin. Et elle se bagarrait comme une folle. Et puis, ma mère disait souvent une phrase. Elle s'est gravée évidemment à jamais. Elle me disait, Marco, il faut que tu réussisses dans la vie. Il faut que tu réussisses dans la vie. Par parenthèse, pour ne pas être dans la dèche comme je le suis moi. Il faut que tu réussisses dans la vie. Et pour réussir dans la vie, il n'y a pas 1000 chemins. Tu dois étudier beaucoup et tu dois travailler beaucoup. C'est par l'étude et le travail que tu réussiras dans la vie. Et tu dois réussir dans la vie. Est-ce que je suis le seul à avoir entendu cette chanson-là? Pas vraiment, hein? Bien. L'autre côté de mes confidences du jour, c'est que j'ai 6 enfants. Et le dernier a 18 ans. Et quand je lui dis ce que ma mère me disait à propos de réussir dans la vie, il est juste mort de rire. Ah, le vôtre aussi? Ah, d'accord. D'accord. Je me sens moins seul du coup, là. Et qu'est-ce qu'il dit, mon gamin? Parce que mon gamin est forcément pas idiot avec le père qu'il a, pensez bien. Qui me dit, mais écoute, papa, mon problème à moi, et c'est sérieux ce que je vous dis, mon problème à moi, c'est pas de réussir dans la vie. Mon problème à moi, c'est de réussir ma vie. Oh, il est bien, hein? Non, est-ce que ce n'est pas votre cas aussi? Ben oui, bien sûr. Hein, on est à cheval entre ces deux exigences, réussir dans la vie, c'est-à-dire dans le regard de l'autre, dans la société, dans l'échelle sociale, mais aussi réussir ma vie, c'est ma vie intérieure, ce que je vis vraiment au plus profond de moi. Et les deux forment une dialectique incroyable de vie. Eh bien, donc c'est ce point-là que j'aimerais pouvoir creuser un tout petit peu en disant, mais là, aujourd'hui, les questions se posent. Quand moi j'étais gamin, j'ai été éduqué dans un monde où la seule question possible c'était comment. Comment faire ceci, comment faire cela, comment réussir ceci, comment réussir cela. C'était comment. Aujourd'hui, la question qui est posée par les gamins, excusez-moi avec l'âge que j'ai, pour moi un gamin de 35 ans c'est un gamin, quand les gamins posent la question c'est pas comment, c'est pas comment faire. La question c'est pourquoi. Ça sert à quoi, ce que tu me demandes? Je veux bien le faire, mais dis-moi d'abord à quoi ça sert. Parce que si ça sert à rien, moi, je ne le fais pas. Vrai ou pas? Donc voilà, il y a là quelque chose qui est en train de changer, une rupture, hein, qu'on me disait réussir dans la vie, réussir ma vie. Moi, je dis, c'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est pas celle-là. La vraie question, c'est au-delà de ça. Le 5e et dernier mot-clé de la courbe verte, c'est le mot spiritualité. Et le mot spiritualité est un mot qu'il faut évidemment manier avec beaucoup de délicatesse. Pour une raison toute simple, c'est qu'on le confond trop souvent avec religion. Je ne vous parle pas de religion. Et je respecte les croyances religieuses qui viennent nourrir une spiritualité. J'ai aucun problème avec ça. J'essaie simplement de vous dire que ici, le mot spiritualité doit être pris au sens philosophique. Au sens très concret, ça veut dire quoi? Donner du sens et de la valeur à ce que l'on est, à ce que l'on fait, à ce que l'on devient. Et c'est bien ça, le pourquoi.
la question pourquoi, c'est donne-moi du sens. Vas-y, donne-moi du sens. Et si tu donnes du sens à ce que tu me demandes, à ce que tu me proposes, eh bien je le ferai, je le fais bien. Et je vous raconte une toute petite anecdote. Je suis en visite dans une entreprise où on fait de la programmation des robots dont je vous parlais tout à l'heure. Et la conversation que je surprends est entre un jeune gars. Il vient de rentrer 3 jours avant dans l'entreprise, mais c'est un petit génie. Il a fait tous les labos possibles et imaginables. Enfin, c'est le super champion. Il est en train de travailler. Derrière lui, il y a son animateur d'équipe. Et je surprends quelque chose. Il dit, l'animateur qui dit au gamin, c'est pas comme ça que tu dois faire. Je vais te montrer comment tu dois faire. Et le gamin s'est retourné très, très calmement. Écoutez bien ce qu'il lui a répondu. Il a dit, écoute, tu n'es pas payé pour me dire comment je dois faire, parce que comment je dois faire, je sais beaucoup mieux que toi. En revanche, toi, tu es payé pour me donner une bonne raison de le faire convenablement. Ça vous va ? Alors, je suis d'accord que du point de vue de la rhétorique diplomatique, peut mieux faire. D'accord. Cela dit, sur le fond, il n'a pas tort, hein ? Qu'est-ce que c'est qu'un manager? C'est quelqu'un qui donne à longueur de journée de bonnes raisons à ses équipes de faire bien ce qu'ils ont à faire, non? Donner une bonne raison de. Et donner des ordres n'est pas une bonne raison de. L'obéissance n'a jamais été un moteur de motivation et d'excellence. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il me reste 4 minutes 20, ce qui est juste parfait. Alors, j'ai utilisé ces 4 minutes 20, 14, 13, pour vous dire quoi? Vous l'avez compris, les ruptures dont je viens de parler, elles sont profondes. Elles posent d'énormes questions. Elles sont inéluctables et la courbe rouge n'est plus capable de répondre à ces questions. À ces ruptures, plus exactement. La courbe verte va donc se construire, comme je vous l'ai montré avec mes 5 mots-clés, la courbe verte va se construire en répondant à ces 5 défis colossaux que nous venons de voir. Vous vous souvenez du premier schéma, la courbe rouge, la courbe verte, et entre les deux, la zone de grande turbulence? Je pense que vous avez compris que nous sommes aujourd'hui dans la zone de grande turbulence au point de croisement, très probablement. Et la question que normalement vous allez vous poser, ça va encore durer combien de temps ce bordel? Ben alors j'ai essayé d'y répondre. J'ai essayé d'y répondre en vous proposant des dates. Mais ces dates, 2 précautions. 1, ça a été fait, un travail qui a été fait avec des historiens, bien sûr. Et la deuxième chose, c'est que ça n'a aucune prétention de précision. Hein. Ce n'est pas le 22 juillet à 14h22. Hein. C'est juste des ordres de grandeur pour situer ça dans le temps. On est d'accord? Donc je vous montre tout de suite le schéma. Vous voyez qu'on est dans l'histoire longue. Le passage d'un paradigme à l'autre, ça prend 150 ans. Et le paradigme moderne, il a commencé à mourir pendant la guerre 14-18 dans les tranchées de Verdun. Donc on est bien là, dans quelque chose qui est une rupture avec la guerre 14-18, avec la montée en puissance des femmes, le changement radical des fonctions sociétales des hommes et des femmes. C'est les femmes qui ont fait tourner l'économie pendant la guerre. Hein. J'aime oublier. Donc voilà, il y a des choses là qui sont en train de se mettre en place. 150 ans plus tard, ça nous amène à une entrée probable en situation d'équilibre dans le nouveau paradigme vers 2070. Encore une fois, si c'est 2085, personnellement, ça ne me dérange pas beaucoup. Donc on est bien dans quelque chose qui est dégénération et dégénération. Point de croisement, c'est où? À peu près maintenant. Point de croisement, c'est à peu près maintenant. Il y a d'autres modèles qui corroborent ce que je viens de vous dire, évidemment, mais je n'ai pas le temps de les évoquer. Et la zone de grande turbulence, les historiens nous disent, en gros, ça dure une 50aine d'années, plus ou moins. Et donc, là, on a fixé cette période entre 1975 et 2025. Encore une fois, si c'est 1970 et 2030, ça ne change rien au modèle. Hein, on est d'accord? Donc, tout ce que je voulais vous dire maintenant, c'est tirer les conclusions de ça. Imaginez que vous preniez la voiture le matin pour aller au boulot, vous écoutez la radio. À midi, vous lisez un article de journal. Le soir, vous regardez le 20h ou l'équivalent. D'accord? Normalement, à 21h, vous êtes bon pour le suicide. Les médias appliquent systématiquement un adage chinois qui dit « un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse ». Ben, les arbres qui tombent, c'est tout ce qui concerne la courbe rouge, et la forêt qui pousse, c'est tout ce qui concerne la courbe verte dont on ne parle pas. Lorsque vous êtes une institution de pouvoir, c'est-à-dire que vous êtes le garant de la pérennité du paradigme qui vous a suscité,
Ça vous va comme idée? Les institutions de pouvoir ont comme mission de pérenniser le paradigme qui les a mis en place. Quand vous êtes une institution de pouvoir de la courbe rouge, c'est-à-dire toutes celles qu'on a aujourd'hui, l'État central, syndicats patronaux, syndicats ouvriers, universités, institutions bancaires, institutions boursières et médias, lorsque vous avez toutes ces institutions de pouvoir qui doivent garantir la pérennité du système, et vous voyez la courbe rouge, comment garantir la pérennité d'un système qui est en train de se casser la gueule? C'est très très simple. Ça s'appelle le déni de réalité. Non, il n'y a pas de changement de paradigme. Non, il n'y a pas de courbe verte. Non, il n'y a pas de déclin de la courbe rouge. On a quelques pépins pour l'instant, d'accord, mais bientôt ça va redevenir comme avant. La reprise, c'est pour bientôt. La reprise de quoi? On ne dit pas, hein? Mais la reprise, c'est pour bientôt. Donc tout ça pour dire qu'on est dans le déni de réalité dans tous les pays occidentaux développés. On refuse de voir la réalité en face, qui est la fin d'un paradigme et l'émergence d'un nouveau paradigme. Mais maintenant, enlevons les lunettes de la courbe rouge et mettons les lunettes de la courbe verte. Regardons le même schéma, je ne change rien. Rien du tout. Regardez bien. Ça arrive une fois tous les 550 ans et ça tombe sur nous. Elle n'est pas belle la vie? Une fois tous les 550 ans, on a la possibilité de réinventer le monde. Elle n'est pas belle la vie? Il ne faut pas réinventer l'école? Il ne faut pas réinventer la politique? Il ne faut pas réinventer le regard qu'on porte sur l'autre? Ah ben c'est maintenant et c'est nous. Donc voilà. La dernière chose que je veux dire, c'est que quand on est dans la courbe rouge déclinante, les problèmes se résolvent top-down. Et donc les solutions dégoulinent le long de la pyramide pour arriver chez les picnos que nous sommes. Dans la construction de la courbe verte, c'est juste l'inverse, c'est un processus bottom-up. Donc ça veut dire très clairement, ce que vous ne faites pas dans votre monde, personne ne le fera à votre place. Ça s'appelle prendre ses responsabilités d'homme. Voilà, et bien mon dernier slide, avec 1 minute de retard, je vous prie de m'en excuser. C'est une photo qui a été prise à Londres. Sorry for the inconvenience. We're trying to change the world. Oui, mais désolé pour le dérangement, vous êtes en train de changer le monde. Vous le faites tous les jours, et mes petits-enfants et moi vous en remercie beaucoup.